Pierre, comment vas-tu? Écoute, top, hyper intéressant en effet, ouais. Ouais, tu passes un bon moment? Ouais, je me régale. Bon, bah écoute, reviens quand tu veux, hein, puisque c'est 3 fois par semaine avec à chaque fois des invités de haut vol. La semaine dernière, on avait Jean-Jacques Kiscater, Pierre Persson, on a eu Faustine Fleuret. Cette semaine, on a encore plein d'invités dont tu fais partie. Donc pour le coup, tu es le bienvenu et très content que ça te plaise. Alors Pierre, une fois n'est pas coutume, ici ça commence toujours de la même manière. On va passer un petit moment tous les deux et ensuite je te laisserai entre les mains de mes chroniqueurs et des auditeurs s'ils ont des questions à te poser. Je rappelle que tu n'es pas venu les mains vides puisque tu offriras à l'un des auditeurs 1 an d'abonnement sur la plateforme Walsio, donc une solution de un assistant fiscal, voilà comme on vous appelait ça, un abonnement starter d'une valeur de 99 euros. Donc pour participer, les gars, il vous suffit de suivre le compte officiel de GMMVX, le compte de Walsio, qui est get_Walsio, vous ne trompez pas, et évidemment de retweeter le space. Et je ferai le tirage au sort à la fin du space pour annoncer le gagnant. Évidemment, ne participez que si vous êtes un utilisateur potentiel de la plateforme. Si c'est pour ne pas l'utiliser, ça n'a pas d'intérêt. Et Ou donc, si vous comme je souhaitez dis, l'offrir à quelqu'un. ah, c'est possible aussi? Oui, ah bah t'as raison, Pierre, après tout. Oui, Non, c'est vrai, t'as raison. Il n'est pas nominatif, donc voilà, vous avez, participez tous, et au pire, vous l'offrirez à quelqu'un si vous-même, eh bien, vous n'êtes pas des traders ou des détenteurs de crypto, parce qu'on ne sait pas, c'est possible, hein, rien n'est impossible. j'entends souvent, «Ah mais attends, mais moi ça m'intéresse Waltio pour mes parents». Ah ouais, ah ouais, Ouais pas con. et il y en a qui se disent: «Non, non, moi, pour l'instant, je poursuis mon portefeuille, j'ai mes outils de suivi de portefeuille DeFi». Mais en fait, ouais, si ça peut intéresser mes parents qui veulent être, à jour, qui veulent tout faire de façon carrée, beaucoup plus que moi où si c'est un peu le bordel dans mes comptes, c'est pas grave. Et donc il y en a un certain nombre qui justement, encouragent leurs parents, qui ont un peu de crypto à faire, Parfait. Eh à ben, utiliser ça tombe Waltio. bien parce que la déclaration, c'est en mai, c'est pile au moment de la fête des mères. En voilà un beau cadeau pour la fête des mères. Bon, alors Pierre, donc comme je disais, nous on commence toujours de la même manière. On va s'intéresser à toi avant de s'intéresser à Walsio. Et donc, est-ce que tu peux eh bien, nous raconter un peu ton parcours avant même de fonder, donc ton parcours, ton expérience, avant de fonder Walsio? Carrément. Qui es-tu, Pierre? Qui je suis? Donc, bah, français, 34 ans, et en gros, moi, j'ai toujours été passionné par le système financier, le système monétaire. Quand j'étais gamin, tu sais, je voulais créer des pièces. Euh, mais en même temps, toujours eu une sorte de haine ou de dégoût de l'univers bancaire et de me dire, mais c'est pas possible, quoi. Il y a un énorme écart entre ce que ça peut fournir comme service et en même temps ce que ça peut. Enfin, le monde financier actuel correspond plus du tout à nos besoins et c'est trop compliqué d'envoyer de l'argent, c'est trop complexe, tous les services financiers. Donc voilà, et concrètement dans ma vie, j'ai travaillé donc essentiellement dans les sujets financiers avant, donc chez Philips en tant qu'expatrié, et puis après j'ai repris des études et à l'étranger et retour en France en 2017 ou enfin en 2018 pardon. Et là en fait en vendant des cryptos, je me suis dit ah non mais en fait c'est impossible de suivre son portefeuille et de calculer ne serait-ce que ses gains, ses pertes. Donc j'avais un peu plus de conscience que je pense un Français latin lambda parce que j'avais habité quelques années au Japon avant. Et, et donc c'est là où aussi ça a lancé un peu l'idée de Waltio, une rencontre très rapide avec Ben, mon associé. Et voilà. Ok, très bien, très très bien. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui a motivé la création de Walsio? T'es cofondateur ou fondateur? Et si oui, vous êtes plusieurs. Et comment vous êtes retrouvés en disant, tiens, on va lancer Walsio? Alors, cofondateur, on est deux. La motivation, c'était très simple. Moi, enfin, euh, j'entendais parler de crypto par mon petit frère au tout début, enfin au tout début, en 2014-2015. Et en même temps, il y a des trucs que je comprenais pas, donc c'était pas normal. Et donc le moment, enfin, j'avais pas décidé d'investir. Et après, donc ouais, comme je disais, en 2017, moi, après le Japon, j'habitais aux États-Unis. Mon coloc, c'était un ancien de Ledger en 2017, donc autant dire que la table de salle à manger, c'était presque un desk de trading avec l'euphorie de fin d'année.
Et donc, Waltio est arrivé assez naturellement dans se dire, bah, OK, faut que je calcule mes gains et mes pertes. Je voulais absolument lancer un projet entrepreneurial et développer un outil qui permettrait tu vois, de favoriser l'adoption. Euh, Moi, j'ai eu une sorte vraiment de déclic quand j'ai lu Bitcoin, Totem et Tabou de Yorick de Montbine et Gonzague Grandval, de me dire, mais en fait, c'est magique, enfin, c'est hallucinant de pouvoir innover sur la monnaie. Et là, il y a eu une sorte de déclic dans ma tête en me disant, mais au lieu de me dire comment je peux gagner de l'argent, ça a été comment je peux favoriser cet écosystème à se développer, comment humblement je peux contribuer à pouvoir apporter à cet univers, quoi. Ok, et ben justement, alors vas-y, donne-nous un peu en 10 secondes, c'est quoi Walsio? Ouais, bah, Walcho, en gros, c'est un outil qui te permet de suivre ton portefeuille et enfin, en gros, et de simplifier le calcul de plus-value et la déclaration fiscale. Euh, et là, voilà, c'est ça. C'est faire en sorte que Et là, ta déclaration. il allait sortir une alpha, là. T'inquiète pas, et tu vas nous dire sur quoi tu te développes, les nouveaux trucs que tu vas sortir. T'inquiète pas, on ne te laissera pas partir sans ça. Non, mais on va reprendre un peu, si tu veux, les bases du truc, parce que ça, c'est Ouais. intéressant. Donc, on a compris. Alors, il y a les cryptos, mais il y a aussi les NFT. Alors, le NFT, oui et non, dans le sens que, Ah, pourquoi? Aujourd'hui, donc Waltio, il faut qu'on va reprendre vraiment le fondamental qui est pourquoi est-ce que Waltio est utile dans le monde des cryptos et n'est pas utile dans le monde financier classique? Parce que quand on détient un actif financier, tu as une action, je ne sais pas, LVMH sur ton compte Société Générale, cette action LVMH, tu ne peux pas l'envoyer vers un autre compte. Tu es obligé de la revendre et après de la racheter sur un autre de tes comptes. Premier point. Deuxième point, cette action LVMH, tu ne peux pas la swapper contre, je sais pas le taux du jour, mais on va dire 0,20 action Tesla. Or, ces deux opérations, elles sont faites constamment enfin, tu les vois tout le temps dans le monde des cryptos. Et, euh, et donc, à partir de là, le régime fiscal, mais celui en France, mais c'est dans la plupart des pays de l'OCDE, hein, dans la plupart des grandes démocraties de ce monde, eh ben, requiert de dire, bah, de suivre les opérations entre tes comptes, tes opérations d'achat, de vente de crypto, tes revenus passifs, les différents types de crypto, et pour être capable de faire une déclaration fiscale. Alors, faire une déclaration, donc un calcul de plus ou moins value, qui est conforme avec les obligations du pays, mais aussi, et tu vois, nous, on y croit beaucoup, être capable aussi à terme d'optimiser ton patrimoine, d'optimiser ton portefeuille, d'optimiser ta déclaration, essayer de ne pas payer d'impôts quand on n'a pas besoin, ou essayer au moins de réduire de façon tant que c'est complètement légal et autorisé. ok. Donc, effectivement, c'est ça le but. Et donc, NFT, alors, pour répondre? Alors, ouais, NFT. NFT, c'est intéressant. Le Waltio ne peut supporter que ce qui est défini juridiquement. Aujourd'hui, les NFT, il n'y a pas de définition juridique du NFT dans les textes de loi français. Donc, fondamentalement, tu vois, ta question, c'est aussi enfin, le sous-jacent de ta question, c'est comment est imposé un NFT. Et actuellement, un NFT, il y a un flou juridique total. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de définition uniforme du NFT. Et ça pourrait être, si c'est une œuvre d'art, imposé au régime des œuvres d'art. Si c'est un bien meuble perçu comme un bien meuble, bah, c'est dans ce cas le régime des biens meubles. Ça peut être une crypto-monnaie. Ça peut être, ça peut être encore complètement autre chose. Et à chaque fois, c'est des régimes différents, des modalités de Et donc, vous, calcul, vous pouvez des taux d'imposition qui l'intégrer sont différents. vous pouvez l'intégrer dans votre assistant personnel que dans le cas où il est considéré. Bah, nous, aujourd'hui, enfin, on l'intègre, c'est-à-dire qu'on les suit, d'ailleurs, quand cela est possible, hein, parce que techniquement, il faut que les informations soient visibles, parce que concrètement, Waltio a besoin pour être capable de calculer les gains et les pertes, tu as besoin d'avoir les données. Et le but de notre outil, c'est de récupérer ces données de plus en plus automatiquement, soit via les exchanges centralisés, concrètement, soit directement on-chain. Donc, il faut que ces données soient visibles dans les explorers. Et à partir de ce moment-là, on est capable de les récupérer et donc de calculer. Après, sur ta question, euh, à défaut d'avoir aujourd'hui un régime fiscal, et comme c'est souvent, on a une sorte de
ce qu'on pense être la bonne pratique. Tu vois, il y a 3 ans, on ne savait pas du tout ce qu'allait être un pro versus un particulier, qui était qui avait une activité de trading de crypto qui était vu comme un pro et donc devait déclarer comme un pro, ou qui était un particulier. On a présenté des critères avec Mhm. notre cabinet d'avocats en disant bah, on suspecte que c'est ces critères-là. Il s'est avéré que 3 ans après, c'était complètement juste. Par contre, sur d'autres éléments, de temps en temps, bah, on dit voilà ce qu'on pense. Voilà aussi ce que les avocats pensent. Sinon, si vous avez des doutes, allez voir des avocats. Euh, donc, on Donc fournit de vous partez l'information. sur un, on y reviendra tout à l'heure, mais vous partez sur des postulats en fait qui sont validés par des avocats, mais qui évidemment sont sujets in Compl- fine à interprétation de l'administration fiscale. On y reviendra tout à l'heure hein, sur les risques d'erreurs de déclaration ou d'erreurs de Ouais, qualification. On y reviendra tout à l'heure. Je voudrais pas qu'on aille trop vite, trop loin. ouais. D'abord, quel type de client aujourd'hui peut utiliser et pour quel type de client vous avez construit cette plateforme? Est-ce que c'est que pour les traders on va dire, récurrent? Est-ce que ça peut être aussi pour un newbie qui a juste en DCA acheté un peu de Bitcoin? Voilà, c'est quoi vos clients aujourd'hui? Euh, alors, initialement, on vise le nombre de millions de propriétaires français qui détiennent des cryptos. L'étude de la DAN KPMG a annoncé, je crois, l'année dernière, c'était 8 millions. Là, d'ailleurs, le chiffre va sortir dans euh, 10 jours. Le nouveau chiffre de combien de personnes détiennent des crypto-monnaies en France, c'est hallucinant. Mais donc, on vise toutes ces personnes qui en détiennent. Et ça, c'est le but. Alors, parmi toutes ces personnes, on vise surtout ceux qui ont plusieurs comptes. Et donc, on va dire une petite partie, hein, ceux qui ont 200 euros sur Lydia, c'est pas vraiment les gens qu'on peut aider. Et on a nos premiers utilisateurs, ceux qui sont les plus grands, c'est intéressant, mais les plus grands fans de notre plateforme, c'est souvent des profils masculins entre 40 et 70 ans. Et souvent, on se dit, Ah bah, il y ouais, en a. donc plutôt âgé, entre guillemets. Ouais, exactement. Bah, alors, déjà, il y a deux raisons. Enfin, Ouais, je crois les jeunes, ils s'en tapent, ils déclarent pas. En vrai, en vrai, on va le dire. jusqu'à un certain montant de gain. Parce qu'à partir du moment où tu as quand même plusieurs centaines de milliers d'euros de gains, Ouais, bah, bah oui, mais ou bon. dizaines de milliers d'euros, tu te dis, ouais, il y a quand même un risque qui est non Hmm. nul, parce que ça me permet de m'acheter un bien immobilier, ça me permet d'avoir, on va dire, ça augmente significativement mon train de vie. Donc, il y a une prise de conscience à partir du moment. Évidemment, tant que le, ce, ce gain est marginal par rapport à ton patrimoine général, bon, c'est plutôt des Ouais, il y a personnes qui un ont. calcul coût-avantage où les gens se disent, vas-y, je m'en fous, au pire, je paierai l'amende, mais il y a une chance sur 1000 d'être contrôlé, quoi. Il y a cet arbitrage-là, on y reviendra tout à l'heure, Ouais. évidemment, sur les habitudes fiscales des Français liées aux crypto. Alors, ouais, c'est intéressant de voir, parce que donc, nous, on a beaucoup de retours, toutes les, je sais pas, peut-être pas toutes les semaines, mais très fréquemment, on en a plusieurs par mois, on a nos retours de nos utilisateurs de comment se sont passés leurs contrôles fiscaux. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend aussi, tu vois. On Mhm. améliore la qualité de nos Donc fichiers. c'est un projet communautaire un peu quand même, alors. Bah, je pense que bon, de base, toute fintech consumer, tout projet retail ou peut-être des individus, il faut que tu passes ton temps à améliorer ton produit. Euh, on a passé là un temps fou dans certaines chaînes à essayer de mieux comprendre des transactions. Il y a des produits qui sont créés constamment. Donc c'est constant. Tu améliores ton produit. Donc, comment est-ce que tu peux mieux récupérer la donnée plus intelligemment, mais tu l'améliores aussi sur comment est-ce que ton utilisateur peut passer moins de temps dans ton calcul de plus-value, et aussi à la fin, quelles sont les données dont le fisc a besoin, comment est-ce qu'il peut mieux comprendre, passer moins de temps dans sa déclaration fiscale, parce que je ne pense pas que tout le monde soit content de passer du temps en avril, mai pour faire sa déclaration fiscale. Donc c'est aussi ça. Et donc voilà, ouais. Ok, très bien. J'ai encore quelques questions. On va parler rapidement du marché. Vous n'êtes pas le seul assistant personnel aujourd'hui. On a les deux Ouais, principaux, hein, enfin avec Walsio bien sûr, qui sont Coinly et Blockbit. C'est ouais. quoi votre on Euh, va dire démarcation forte, votre élément alors, différenciant, ouais, la s'il y en première, a c'est d'ailleurs. c'est Ouais. la conformité avec le droit fiscal français. Donc les deux outils, nous, on le met sur le site, on l'a mis, c'est marrant, il y a le directeur légal il n'y a pas longtemps qui a été nous voir en nous disant qu'il serait de Coinly qui nous poursuivrait en justice parce qu'on exprimait clairement qu'ils n'étaient pas conformes.
Alors, on a passé un peu de temps avec notre juriste pour leur expliquer point par point toutes les erreurs qu'il y avait dans leur calcul de plus-value en disant, mais attendez, vous fournissez des calculs de plus-value qui sont juste pas conformes avec le droit fiscal français, c'est honteux. Donc, on leur expliquait point par point, gentiment et gracieusement. Et puis à la fin, ils sont excusés. Je trouvais ça marrant. Donc, le premier point, c'est avoir un calcul de plus-value qui est correct. Je vais te donner des exemples et je peux comprendre, ça embête beaucoup de personnes, le niveau de granularité, mais je vais donner un exemple très simple. Par exemple, le cashback. Le cashback, ça a été précisé par un SIP, Centre des services des impôts, qui précise que c'est une remise commerciale. Concrètement, le cashback, ça vient augmenter le montant investi en crypto et donc ça te permet d'une certaine façon, amoindrir ta plus-value. Il faut que dans ton code, tu prennes en compte toutes les opérations de cashback sur toutes les plateformes et que ce soit correctement pris en compte. Un des enjeux du moment, c'est par exemple les revenus de stacking. On a eu beaucoup de contrôles fiscaux là, depuis maintenant un an et demi, même plus, où l'administration fiscale dit mais non, le stacking devrait être déclaré autrement enfin ça doit être déclaré au moment où il y a eu des revenus. On a entendu parler cet hiver, il n'y a au final pas de loi qui est passée, mais la réalité c'est que l'administration fiscale aujourd'hui, quand elle lors des contrôles, elle dit que c'est pas la bonne façon dont les revenus doivent être déclarés. Et donc, Oui, parce que le nous, problème, c'est que quand tu as tes revenus de tes récompenses de staking, ils sont en crypto, ok? ouais, Quand tu les reçois au moment T, ils ont une valeur sur le marché, mais comme mm, toi, tu les transformes pas tout de suite en mhm, fiat, finalement, tu n'as qu'un asset qui est avec un cours extrêmement variable. Et ouais. l'administration, imagine cette crypto ou ce token, eh bien, il voit sa valeur divisée par deux au moment du contrôle. Mais Mm. toi, tu dois quand même déclarer la valeur monétaire du moment où tu l'as reçu. C'est ça. Ça nous rappelle les ICO, où en fait on lève des fonds en token pour une valeur de 10 millions de dollars. Ensuite, le Mm. token est divisé par deux. Et si tu n'as pas tout swap en stable, au moment où tu fais ton déclaration de chiffre d'affaires, donc un an après, tu dois déclarer 10 millions, alors qu'en fait, en valeur, ça vaut plus que 5. Moi, j'ai parlé à pas mal de founders. Donc là, on est Ouais. sur de la compta pro, hein, c'est un peu Ouais, ouais. différent. Mais Non, c'est à mais peu la près la logique même est, chose. C'est la, un la vrai logique sujet, est quoi. exactement similaire. Et c'est ça Hmm. d'ailleurs. Alors, plusieurs points. Premier point, c'est que euh, les cryptos, de façon générale, à partir du moment où ça requiert de suivre tes opérations, de devoir labelliser les opérations, donc ça c'est des revenus stacking, donc ça doit être déclaré en BNC, donc bénéfices non commerciaux, tel type de revenus et doit être déclaré comme ça le cashback doit être pris en compte pour réduire ton impôt. En fait, c'est une logique comptable, c'est-à-dire que la lecture d'opérations une par une, l'enregistrement de ces opérations et pour être capable derrière de calculer et produire une liasse fiscale, c'est complètement une logique, une philosophie comptable. Donc, tu as entièrement raison sur. Enfin, ton analogie est pertinente. Hmm. On recevra d'ailleurs très bientôt, je vous le dis dès maintenant si vous voulez le noter, voilà, Vas-y. le 14 mai, on recevra un comptable crypto qui s'appelle Johan Raka, je ne sais pas si tu Ouais, connais. très Voilà, bien. qui est Ouais. brillant et qui viendra nous parler justement comptabilité crypto pour celles et ceux qui souhaiteraient demain monter une boîte dans laquelle il y a des revenus ou du chiffre d'affaires lié aux actifs numériques. Ça sera passionnant. Mm. Alors, on continue sur Walsio. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment Walsio collecte et analyse justement les différentes datas? Alors moi je sais parce que j'ai déjà testé le truc, mais comment on fait pour se connecter je crois qu'il y a deux façons de se connecter aux exchanges. Comment ça se passe avec la DeFi? Ouais. Voilà, parle-nous un peu tout ça pour qu'on comprenne un peu les dessous de la plateforme. Alors, il y en a plein maintenant des façons. Grosso modo, donc, l'idée, c'est quel est l'input? C'est connecter ces comptes. Comment est-ce qu'on peut le faire? Soit le mieux, on a ça pour les plus grosses plateformes, type Bitstamp, euh, Revolut, et plus en Coinbase, c'est via le SSO. C'est-à-dire que directement, single sign-on, on est capable de récupérer les informations. Il n'y a même pas besoin de créer d'API. En quelques clics, en s'authentifiant, c'est la meilleure façon d'échanger, de récupérer la donnée. Et Le ça deuxième, dépend de la bonne volonté de la plateforme de vous accorder les droits.
Ou est-ce que c'est vous exactement. qui venez vous plug? Non, il y a quand Non, même non, besoin non, d'une autorisation de votre non, côté quand même. Ok. exactement. Nous, on a souvent des channels Slack avec les plateformes Ouais, bah et oui. on bosse ensemble ou on a parce que eux doivent autoriser exactement. Ouais, bah Alors, voilà, c'est ça. Ok. ouais. Deuxième façon, c'est l'API, le plus classique, le plus courant, le plus Avec standard. Binance, etc., Ex- notamment, ouais. Exactement. Et aussi avec toutes les chaînes qu'on supporte. Et donc, à partir de là, on ajoute concrètement, on crée une clé API sur la plateforme d'échange où on ajoute la clé publique de son wallet et nous, on va aller automatiquement récupérer les informations, donc tout l'historique de transaction. Et la troisième chose, c'est pour souvent soit les plateformes un peu exotiques, soit quelqu'un qui a une plateforme que nous, on ne supporte pas, ça peut arriver. Euh, et ben là, dans ce cas-là, soit il y a un fichier avec un Excel qui peut télécharger, donc un historique de transactions, de dépôt et de retrait qui télécharge, qui drag and drop, pour parler français, téléverse sur notre application. Et à partir de là, nous, on va lire ces données. La personne peut même rajouter manuellement dans l'appli des transactions. On va les lire et on va fournir un calcul des pertes et des gains. Et on va donc dire mouliner, on va commencer à calculer, identifier les transactions, les enregistrer, aller chercher les bons prix. Parce que, par exemple, je ne sais pas, vous dites, ça c'est un paiement, c'est un événement imposable, j'ai fait un retrait je sais pas, de 0,5 Ether, où j'ai eu telle donation, il faut qu'on aille chercher le bon prix en fiat à ce moment-là pour être capable d'avoir un calcul de plus-value qui est correct. Donc, il y a une Et partie automatisée sur la partie, on va dire, achat-vente et aussi paiement, hein, c'est ça? C'est-à-dire que si je paye avec ma carte crypto.com ou à l'époque avec ma complètement, carte Binance, vous, ça, vous prenez ça en considération et complètement. vous prenez parce que là, il y a complètement un change en fiat immédiat au moment du paiement. Il faut que vous le sachiez, hein, quand vous payez avec une carte crypto, en fait, le Ouais, marchand, lui, il reçoit pas de crypto, il reçoit des euros. Donc, la plateforme, ce qu'elle fait, au moment où le paiement est validé, eh bien, il va tout de suite faire un swap en fait de votre crypto en fiat. Et là, ça entérine soit la plus-value, soit la moins-value. ouais. Alors, oui, et d'ailleurs, le droit dit que tu payes via un swap ou que tu payes en crypto, c'est le cas en France, mais dans plein d'autres pays. Dans les deux cas, c'est un fait générateur d'impôts, un événement imposable. Donc, dans les deux cas, il y a l'obligation de calcul et de déclaration. Ah, donc si je paye en crypto, alors par exemple, je fais un paiement Ouais. parce qu'il y a certains marchands qui acceptent les cryptos. Donc tu as raison Mhm. d'ailleurs de me corriger là-dessus, parce que moi je pensais à la carte que tu utilises chez un marchand qui n'accepte pas les cryptos, ce qui est le cas dans la majorité des cas évidemment. Ouais. Mais si je fais un achat en ligne avec un commerce qui accepte le paiement crypto, eh bien au moment où j'envoie ma crypto pour avoir mon bien ou mon service, eh bien là c'est générateur, comme tu disais, donc de plus-value et de moins-value. Ouais, Et ça, exactement. toi, tu es capable effectivement de Alors, l'intégrer. alors, moi, je suis pas capable. Alors, ce qui se passe, c'est que nous, on on n'a pas l'information que c'est un paiement. Par contre, on Bah va oui. identifier que tu as des fonds qui sont sortis de ton compte Mhm. vers un autre compte auquel on n'a pas accès. C'est-à-dire auquel tu ne nous as pas donné l'accès, donc tu ne nous as pas Ah. identifié comme ce compte, comme un de tes comptes de. D'où l'intérêt alors, dans ce cas-là, alors on y vient sur la protection des datas, c'est qu'en gros, si on veut, en gros, que vous soyez le plus pertinent possible, donc il y a une partie, j'imagine, où on peut requalifier une opération manuellement, on est d'accord? Alors, ouais, même avant, nous, on va intelligemment te dire attention, cette opération, Ok. on pense qu'il y a un truc particulier que, et tu dois nous donner une information que nous, on ne peut pas récupérer. Les informations qu'on a via la plateforme d'échange, donc l'intermédiaire ou via la chaîne, ne nous suffisent pas à avoir l'enregistrement fiscal de l'opération correct. Donc, toi, dis-nous ce que c'est. D'accord. Et donc là, pour le coup, et ensuite je viens sur la protection des datas, parce qu'évidemment, dans un écosystème Web3 avec des fondamentaux philosophiques, Mhm, cypherpunk et tout ça, hein, mhm. en gros, là, tu nous dis que si on veut utiliser Wellsio de façon optimale, on est obligé de tout te déclarer, parce que s'il y a des trous dans la raquette, il y a un risque de mauvaise qualification, et donc derrière que le calcul soit erroné. Alors, Ce qu'on peut comprendre, hein. Mais derrière, comment vous vous complètement. assurez, donc c'est ma question, pardon, et comme ça je te laisse répondre de façon entière, comment vous pouvez rassurer et garantir vos utilisateurs sur justement la protection de ces données qui sont hyper sensibles, voilà. Mhm. Alors, premier élément, sur l'intégralité du patrimoine du portefeuille. Oui, pour calculer
les plus et les moins-values, et il faut l'intégralité des transactions. En tout cas, ça va énormément le simplifier. Après, il y a toujours des moyens de trick, tu vois, le système. Mais un, c'est souvent plus compliqué. Deux, en cas de contrôle, ça génère davantage de questions. Hmm. Notre but, c'est le moment où, si vous avez un contrôle fiscal, que les choses se passent le mieux possible. Hmm. C'est l'objectif, c'est l'objectif. Et donc, nos documents sont pensés aussi à se dire, s'il y a un contrôle fiscal, vous n'allez pas vous embêter à tout devoir recalculer, à repréparer les documents, à vous arracher les cheveux. On a déjà tout anticipé parce que le travail est fait en amont. Euh, sur la première élément, donc une précision, un exemple très simple aussi sur l'intégralité des données. Donc ça, oui, il y a tous les portefeuilles et, et oui, il y a aussi depuis la première transaction. J'achète, j'en sais rien, un Ether il y a 2 ans, je le revends en 2023. Si tu veux calculer une plus-value, il faut absolument connaître le prix d'achat pour être capable de déterminer, il faut aussi le prix de vente évidemment, mais comme le prix d'achat pour déterminer une plus-value. Donc, exhaustivité des informations en termes de wallet, compte et plateforme d'échange, mais aussi sur les années passées. Maintenant, sur ta question sur comment est-ce que nous, on s'engage et qu'est-ce qu'on fait pour protéger cette donnée, parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi, d'une certaine façon, on centralise de la data. Premier point, c'est que Weltio n'est pas KYC. C'est-à-dire que dans notre activité, on ne gère pas les fonds pour compte de tiers. On n'est pas du tout agréé PSAN ou quoi. On est hors du champ d'application des PSAN. Et donc, et je suis très content et je trouve ça très bien. On n'a pas à avoir des informations sur nos utilisateurs. Moi, j'estime, quand je regarde à peu près enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais les gens qui téléchargeaient notre guide fiscal livre blanc, il y avait à peu près entre 15 et 20% à vue d'œil dans la base des gens qui utilisaient des Yopmail, des adresses mail ou spéciales pour Waltio ou autre. Et en fait, on a juste besoin d'une adresse mail et encore, tu vois, enfin, juste besoin d'une adresse mail pour vous créer un compte sur Waltio. Donc, il n'y a aucune identité qui est associée à ça. Ok. Est-ce que vous avez des demandes de la part de l'administration fiscale ou est-ce que demain, il y a une possibilité justement que voilà, qu'on vous dise, voilà, monsieur Walsio, bonjour, je veux toutes les informations concernant ce wallet. Parce que même Alors, si effectivement, il n'y a pas de lien, et parce que vous n'êtes pas vous avec ScoreChain ou Chain Analysis ouais, pour aller retracer, par contre, les autorités, si. Et donc demain, est-ce qu'il y a la possibilité que vous soyez mêlé dans une enquête ou sur une ah, alerte sur un wallet en question. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé de tout dévoiler. Parce que c'est des vraies questions hein, qu'on se ouais, pose. Hein. ouais, ta question, elle est ultra pertinente. Et d'ailleurs, je vais même répondre avant à comment Ledger répondrait et comment un PSAN répondrait. Tu vois, comment un exchange centralisé. Parce que je pense que demain, telle administration fiscale, tu veux contrôler quelqu'un, que ce soit, j'en sais rien, lutte contre, enfin, indépendamment de le but, Même pas tu que vois, lutte fiscal, contre, parce que ça ouais, peut être voilà, d'ailleurs une financement autorité antifraude, enfin, pour AML ou ouais, pour voilà, lutte contre le financement du terrorisme, etc. Hein. Tout compris, quoi. exactement. Les premières sources d'information, c'est j'ai l'identité de la personne que je contrôle, je vais interroger plutôt les plateformes d'échange. Je me souviens, dès 2018, Kraken commençait déjà à publier régulièrement des tableaux de bord, de dire c'est insupportable la quantité de demandes des différentes administrations fiscales. Nous, on doit dédier des équipes spéciales, les demandes ne sont pas structurées, ils veulent des informations différentes. Donc, les exchanges centralisés, depuis des années, partagent des données. Aujourd'hui, c'est surtout fait de façon ponctuelle, ce type de demande. Après, on a commencé à voir, par exemple en Espagne, il y a eu les cas où l'administration fiscale venait voir et dirait tous les portefeuilles, envoyez-moi tous les portefeuilles au-dessus de 20 000 euros qui ont transité. Comme ça, on est capable, nous, de faire du bulk, tu vois, de la masse contrôle sur les individus, donc les contribuables de mon pays, qui ont un compte chez vous. Donc, ils ont fait ça sur les gros exchanges euh, nationaux et internationaux en Espagne. C'est un truc qu'on ne voit pas encore en France, mais il y a des demandes de plus en plus fréquentes aux exchanges centralisés. Nous, à partir du moment où LQ, on n'a pas cette donnée, on les aiderait pas beaucoup. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de demande dans ce sens. Euh, et Parce que la différence entre vous et un échange, il a que les données des transactions entrantes et sortantes de sa plateforme à lui. exact, alors que nous, on a la vue agrégée.
vous, quelqu'un qui va décider de vous faire confiance, vous avez une vue agrégée. Limite, Mais tu vois, demain, ça se trouve, le fils qui vous rachète, quoi. Parce que votre bah, solution est chambée, alors, tu vois. ouais, J'exagère, hein, alors, mais deux choses. Alors, je pense déjà le fisc rachète pas de start-up de non, façon non, mais générale. c'était Par une contre, boutade. Mais non, non, mais par contre, tu as raison sur ce sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fiscs enfin le fisc, pardon, internationaux. C'est le cas au Danemark, c'est le cas aux États-Unis. Le logiciel fiscal TaxBit, enfin, comme nous, a vendu 670 licences de leur outil de calcul de plus-value à l'IRS, qui est le fisc américain. Et c'est le cas dans des dizaines de pays dans le monde où ils ont fait appel à des logiciels fiscaux pour être capables de se dire je veux votre technologie. Votre fichier client, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, moi, c'est la technologie. Euh, euh, et vous, vous avez déjà été approché pour ça? ouais. Ok. Mais vous avez refusé pour des raisons idéologiques ou pour des raisons, ils payaient pas assez? Non, alors c'est. En fait, je pense que la raison. Donc, déjà, je le redis, c'est des briques technologiques qui n'ont rien à voir. Déjà, c'est des projets qui sont extrêmement longs. Travailler avec un pays, c'est horriblement long. Et pour l'instant, enfin, tu vois, on a eu des discussions, comme je pense la plupart des logiciels fiscaux dans le monde ont été plus ou moins approchés par les gouvernements. Euh, et, euh, et donc, tu vois, ça a rien mené aujourd'hui. Maintenant, enfin, c'est évident que aujourd'hui, donc le fisc, ils ont créé leurs propres outils eux-mêmes, mais ils se disent, attends, il y a quand même des professionnels qui ont créé des outils qu'ils entretiennent au quotidien et qui en plus, tu vois, Waltio, c'est quand même 2 millions de transactions qu'on lit par semaine. Donc, la mise à jour des formats de fichiers, la prise en compte des nouveaux services, nouveaux types d'opérations, euh, tu vois, Ouais, je vois. Multiverse X, ça nous donne quand même du fil à retordre, quoi. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que alors j'ai vu ta main, Philippe, et retiens ta question, ne l'oublie pas. Mais je continue un petit peu avec Pierre et je vais prendre une Ouais, question dans les commentaires et en fait je vais l'étendre, notamment. Donc tu l'as bien compris, JMMVX au départ du départ, c'est un space lié à l'actualité MVX. Alors depuis, c'est devenu beaucoup plus que ça, mais ça reste notre blockchain de cœur. Et donc, évidemment, on oriente toujours un peu nos questions par rapport à ça. Ta, 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 ta. Ouais, excuse-moi. Donc, comment peut-on ajouter ou identifier les transactions sur les L2 récents, Linea, Scroll, Starknet, les wallets Starknet, Argent X et Bravos, bientôt pris en charge, oui ou non? Merci. Ça, c'est la question en commentaire. Et ensuite, moi, j'ajoute ma petite question à cela. Comment ça se passe avec Multiversix, Xportal, tout ça, tout ça? Voilà. Je te laisse répondre sur le commentaire de ouais. Raj Karpak et ensuite sur MVX si tu veux bien, puisque tu avais commencé à en parler. Alors, premier point on a donc sur feedback, enfin, on prend de plus en plus en compte de wallet au fur et à mesure que nos utilisateurs nous le demandent. Donc, il faut qu'il y ait une certaine quantité de demandes pour qu'on les prenne en compte, mais on est toujours ouvert à en ajouter de nouveaux, à prendre en compte de nouvelles transactions et ainsi de suite. Alors, si c'est des plateformes d'échange ou des wallets très peu demandés, nous, on a eu des utilisateurs qui sont venus vers nous et qui nous ont dit, euh, attends, pardon, il y a des utilisateurs qui nous ont dit, mais attendez, moi honnêtement, je suis prêt même enfin, tu vois, à prendre une prestation supplémentaire pour que ce soit pris en compte. Donc, on en prend de plus en plus en compte. Sur feedback.weltio.com, on pouvait voir l'overview et l'avancement des différentes requêtes en termes de wallet, ce qu'on a ajouté récemment. J'avoue que j'ai Je vais moins le mettre en suivi commentaire. les derniers. Euh, Vous faites par opportunité et par masse de demandes. Vous êtes obligé d'y aller de façon itérative. En gros, si vous avez une masse de demandes, bah, vous allez orienter Évidemment, vos comme ça a développements été. là-dessus. C'est normal parce que vous avez une équipe qui est limitée et des demandes qui sont illimitées, quoi. C'est ça. Et comme il y a 2 ans, on s'est mis à ajouter Binance Chain. Et donc aujourd'hui, donc Multivertix, on a fait un gros travail de fond pour récupérer des transactions. Euh, il y en a, on en récupère beaucoup. Il y en a même dans l'explorateur qui ne sont plus utiles, enfin qui ne sont pas nécessaires dans le calcul de plus-value. Et donc là, aujourd'hui, on a encore bien progressé. Donc
Mais là, depuis qu'on est avec BigQuery, là, tu sais, est-ce que ça vous aide ou pas du tout? Je pourrais demander aux développeurs, mais Ça te parle pas plus que ça? j'ai pas eu D'accord. l'info. Euh, Ouais, parce que là, j'ai en commentaire quelqu'un qui dit j'utilise Walsio et Multiversix et je me suis cassé la tête sur Walsio car toutes les transactions, notamment DeFi, mais même parfois les achats, hein, ne sont pas prises en compte. Comment être le plus précis possible malgré cela? Donc, ça, c'est une vraie question. Quand tu prends pas en compte un écosystème ou alors de façon, comme on dit, partielle, qu'est-ce qui fait l'utilisateur dans ces cas-là? Il est obligé d'y aller à la mano? Est-ce qu'il peut vous contacter? euh, Alors, dans ce cas-là, ce qu'on fait, donc en effet, l'utilisateur peut toujours nous contacter, on a un chat, et donc pour des situations complexes, parce qu'il y a plein d'opérations, soit récentes en termes de type d'opération, ou soit encore ben, pas les opérations classiques. Dans ce cas-là, c'est en nous contactant, on va travailler sur aider et accompagner notre utilisateur pour faire en sorte que le maximum d'opérations soit pris en compte et donc arriver à un calcul de plus-value le plus proche de la réalité. Parce que dans ce cas-là, avoir un calcul tu vois, au centime près qui est juste, ça paraît pas possible s'il n'y a pas toutes les opérations. Ouais. Mais en tout cas, on développe des systèmes tu vois, de plus en plus intelligents pour arriver à des calculs les plus proches de la réalité qui soient corrects. Et dans ce cas-là, ça peut vous aider, bah là, alors là, je te dis un truc que je devrais te dire en privé, mais ça peut t'aider d'être mis en relation avec la team MVX si tu as besoin Oui, de données plus fiables. on a été il y Donc, a tu es déjà en un an et contact demi. avec. Oui, parce qu'il faut, il Ouais, faut ouais, on rappeler a. un truc, c'est que vous. Alors, je suis obligé de mettre un peu de contexte aussi. Vous avez levé des fonds l'année dernière, 1,8 million de dollars, euros, Ouais, pardon. euro. Et dans le tour de table, il y a beaucoup de personnes reconnues de l'écosystème, et notamment Owen Simonin, que tout le monde connaît comme étant hasher, qui est Ouais. proche de la team Multiversix. Donc, peut-être ça a aidé aussi la relation, Alors, ou même pas du tout. sur Multiverse, alors Owen a aidé sur pas mal de trucs, mais pas sur Multiverse, parce que très rapidement, ils nous ont, enfin, ils étaient intéressés pour qu'on les aide, et pour qu'on leur donne du feedback D'accord. dans les données qui remontaient pas Parce que dans là, ouais. l'Explorer. On a eu pas mal d'échanges il y a un an. On leur disait ça remonte pas, ça remonte pas. Et on en a soit avec alors en gros, on les a soit directement avec les chaînes. Tu vois, alors là, on a travaillé récemment avec Morpholab aussi sur un Ouais. certain nombre de données DeFi qui remontaient pas correctement ou enfin, pour leur dire les ajustements qu'il fallait faire. Euh, donc oui, on travaille et autant avec des exchanges centralisés qu'avec des exchanges décentralisés. Ok. Alors, tu Euh, as dit les deux manières de se connecter donc, à des échanges centralisés essentiellement, mais comment ça se passe au niveau de la DeFi? Moi, je me connecte sur Uniswap, par exemple. Comment toi, il y a pas un bouton avec écrit extraire transaction ou connecter clé API sur Uniswap, si? Si, en gros, dans ce cas-là, sur les DEX, il faut connecter directement ton wallet, donc la clé publique, et c'est comme ça que nous, on va récupérer automatiquement toutes les transactions. Est-ce que tu peux répéter, pardon, parce que moi, j'ai pas Ouais. compris et peut-être que Ah, d'autres aussi. non, non, carrément. En gros, il faut ajouter directement tes clés publiques de wallet. Et D'accord. c'est comme ça Ok. qu'en fait, on récupère les transactions. En gros, Ah ouais, c'est via wallet en fait, c'est ouais, pas via. Ah oui, oui, c'est pas via en fait, les apps sur lesquelles on se connecte, on s'en tape en fait. Toi, c'est le wallet qui com- t'intéresse et tu vois ce qui rentre et ce qui sort, quoi, grosso modo. en fait, ouais, Non? quelle est la différence entre un DEX? On arrive fondamentalement quelle est la différence entre un DEX et un centralized exchange? Je te laisse Concrètement, répondre. Ouais, vas-y, ouais, ouais, vas-y. non, non, mais bien sûr, mais c'est que le centralized exchange va tenir un carnet d'ordre et donc va faire matcher des demandes et des offres. Et c'est pour ça d'ailleurs que les market makers ont un rôle pour apporter de la liquidité et créer des offres et des demandes et des sorties. Alors que le DEX, en fait, les choses vont se passer directement on-chain. Et donc, cette notion il n'y a pas de carnet d'ordre tenu par l'exchange dans le cas d'un DEX, et c'est directement, les infos vont être en fait directement Donc visibles c'est même plus et vont se facile pour vous en passer. fait. Pour nous, c'est plus facile parce Ouais. qu'elles se passent on-chain. Et moi, je pense que, j'espère que tu vois, le futur du suivi de l'opération, de la fiscalité, ce sera de plus en plus des choses on-chain. Et nous, on investit de plus en plus sur des données et des flux on-chain. Parce que Ok. ce qui se passe sur les DEX, sur les SEX, bon, bah, c'est des nouveaux services. Il y a de l'innovation, hein, évidemment, mais je pense que on crée plus d'intelligence
à mieux suivre les layer 2. Et alors, pour revenir sur les demandes dans les cas où Weltio ne le prenait pas en compte, il y a plusieurs niveaux. Soit la personne se dit, commence à regarder ses opérations et se dit, OK, là, c'est une opération un peu particulière. Je peux expliquer à Weltio. Donc, nous, on a pas mal de nos tickets qui sont faits avec nos utilisateurs, nos bêta users, ou même nos utilisateurs qui me disent, écoutez, cette opération, j'admets qu'il n'y a peut-être pas beaucoup qui utilisent Waltio et qui ont fait cette opération. Je peux vous aider, j'ai fait ça et en expliquant l'opération. Et nous, dans ce cas-là, ça aide en gros les équipes techniques. On doit être spécialisé dans toutes les chaînes et sur tous les produits d'exchange centralisés pour être capable de faire un calcul correct. Et donc, on a on va dire des spécialistes en interne. Mais j'avoue que les inputs et les explications de nos utilisateurs peuvent nous aider à mieux supporter les chaînes et mieux supporter certains types de transactions. Ok, très clair. Alors, autre question que j'ai, c'est est-ce que tu peux nous rappeler les peines encourues en cas de soit pas déclaration, soit mauvaise déclaration? Ah, C'est je une colle? suis un peu refusé de les apprendre. Non, parce qu'en gros, si tu veux, moi, mon but, c'est d'aider les gens qui, on va dire, veulent être conformes, mais j'ai pas envie de créer de la menace. C'est pas mon rôle. Je suis entrepreneur, je suis pas contrôleur Oui, des impôts. d'accord. Mais donc, en gros, en fait, donc, il y a deux obligations. Un, c'est informer l'administration fiscale qu'on détient des fonds, des avoirs sur des comptes étrangers, formulaire 3916, 3916 bis, exactement comme si vous aviez un compte bancaire à l'étranger. Donc ça, c'est surtout sur les comptes custody. Et Et chaque là, compte oublié, c'est 1500 balles d'amende. c'est ça, exactement. Ça, pour le coup, c'est un peu enfin, je trouve une bêtise de ne pas le faire parce que ça peut vite chiffrer et c'est un peu dommage. Enfin, c'est un peu con, je trouve, comme amende. Et encore, 1500, pas vraiment, parce qu'en fait, ça peut monter jusqu'à 30 000 de mémoire si le compte est enregistré dans un pays qui ne collabore pas avec la France en termes d'administration fiscale. Et très souvent, des comptes sur les gros exchanges internationaux sont enregistrés dans des pays à fiscalité avantageuse ou enfin, tu vois, dans des îles. Et donc, ça, pour le coup, l'amende peut très, très rapidement grimper. Par contre, donc à partir du moment où on a trois quatre comptes, ça peut arriver à un chiffre non nul. Et après, évidemment, c'est quel est le montant d'impôt à payer. Et il y a des pénalités en fonction du temps où cet impôt aurait dû être payé. Donc, quelqu'un qui a eu de l'impôt il y a 3 ans ou il y a 2 ans, eh ben, dans ce cas-là, il y a le fait que, au fur et à mesure, mois par mois, il y a 10% en plus qui s'ajoutent. Donc, Il ce y a qui une fait que prescription fiscale ou pas? alors, c'est je devrais demander à notre juriste, mais c'est 3 ans en cas sur la partie purement fiscale. Et s'il y a une réelle volonté de fraude, ça peut remonter jusqu'à 10 ans, dans des cas plus costauds, Hmm, mais ça peut arriver. d'accord, ok, très clair. On a vu Alors, ouais. dans certains pays les premiers. Tu vois, alors c'était en Russie, c'était aux États-Unis, les premières personnes qui ont été en prison à cause de fraude fiscale. Donc, tu sais, c'est un peu le cas à la Al Capone, ils n'arrivaient pas, c'est un peu souvent la même histoire, mais ils n'arrivent pas il y a des fautes qui sont faites, souvent qui sont beaucoup plus graves que la faute fiscale, mais la faute fiscale est la plus facile à prouver. Et donc, Hmm. dans ce cas-là, ils les chargent massivement Bah oui. sur la partie fraude fiscale. Mais là, pour le coup, on parle quand même, enfin, c'est pas une fraude fiscale, genre une sorte de bon père de famille, même si j'aime pas trop l'expression, mais quelqu'un qui a juste pas déclaré des gains. Là, c'est clairement des profils, enfin, ceux qui vont en prison, c'est clairement des profils beaucoup plus, enfin, ouais, frauduleux. Ouais, frauduleux. Frauduleux, Limite merci. criminel même, on peut Ouais, dire. voilà, exactement. Ok, très bien. Alors les gars, si vous avez des questions en commentaire, alors je les lis un peu en filigrane parfois, et puis tu vois, 10 000 € par compte bancaire non déclaré vraisemblablement. Par compte bancaire non déclaré, 10 000 €, c'est nouveau cette Ouais. histoire? Non, ça, c'est justement, ce qu'on disait, c'est les comptes qui sont enregistrés dans des pays qui ne travaillent pas Ah oui, un avec État ou l'administration fiscale. territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue. Donc toi, tu avais dit 30 000, mais c'est 10 là, visiblement. Alors, en effet, tu as raison, c'est 10. Enfin, c'est pas moi, c'est Damien en commentaire, hein. Voilà, tu vois, pour le coup, l'audience est, est Ouais, vigilante. Et je préfère 10 que 30, mais dans tous les cas, ça fait beaucoup d'argent. ouais, surtout que Euh, c'est par compte, tu vois. Et enfin, moi, en tout ouais, cas, je c'est vois le horrible. nombre de comptes d'exchange que j'ai.
c'est colossal. Hmm. Enfin, bon, Ouais, c'est ouais, non, parce que je dois les tester pour. mais tous, bah, bien sûr, on les teste, etc. Parfois même on les utilise pas du tout, mais il faut quand même les déclarer, quoi. Et donc à chaque fois, c'est un formulaire à nouveau à remplir. Petite question, quand tu les as déclarés une année, tu es obligé de les redéclarer chaque année? Ouais, mais c'est fait hyper facilement. En quelques clics, tu te les redéclares d'une année à l'autre. D'accord, donc Euh, c'est chiant la première fois, puis après ça va, quoi. ouais, complètement. Alors, et nous, Parce qu'il Welcho, faut trouver on- l'adresse de l'exchange, et c'est ça qui est ouais, difficile des fois. alors, donc déjà dans Welcho, c'est disponible. On donne toutes les infos, Ah ok, des ça c'est cool. adresses et autres. Donc, il y a juste à copier-coller Hmm. assez rapidement. Euh, et ouais, juste à copier-coller, c'est assez facilement. Je pense que maintenant, on les voit de plus en plus aussi sur Internet. Il y a un certain nombre de médias qui les ont publiés. Ouais, ça s'obtient. D'accord, ouais. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, c'était un peu compliqué. C'était un truc qui revenait souvent. On trouvait pas l'adresse des boîtes, Mm. mais ouais, peut-être que maintenant, il y a des choses qui sont dispo pour ça. Ok, tiens, on y va. Philippe qui lève la main depuis 2 ans, et après Olam qui nous a rejoint avec plaisir. Ça va, vas-y, mon Philippe. Oh, j'ai mal au bras, mec, je te raconte même pas. Mais tu sais que t'es pas obligé de lever la main physiquement, hein. Ah, je me prépare pour l'avenir, le AR et tout ça. Vas-y. Non, non, super boulot, Pierre, honnêtement. J'adore le produit. Alors, je m'en sers pas spécialement parce que personnellement, je vis en Allemagne. Alors, ça va faire ma première question. Mais est-ce que vous gérez l'Allemagne? Euh, bah écoute, merci. Pas encore, non. On a lancé en Belgique et en Espagne il y a un an, un petit peu moins d'un an. Il y aura d'autres pays ouais, un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, non, pas encore. Ok. Bon, alors, deux toits de l'annonce. Jérém, faut le faire. Euh, Non, non. ouais, vas-y. Une autre petite question. Par rapport, j'ai encore deux, voilà. J'ai écrites, comme ça, je les oubliez pas. Par rapport aux securities, je pense par rapport à Ouais. Reality, Realty. comment, Mhm. ouais, attends, Reality, comment vous gérez ça? Vous avez déjà, parce que tu as parlé des NFT, Mhm. mais après, je suis pas sûr, enfin, pour les securities, vu que c'est déclaré, que ça doit être enregistré, qu'il y a une certaine traçabilité au niveau de l'administration, comment ça se passe, Alors, juste, j'ai deux éléments de réponse. La réponse un peu pratique et la réponse pas philosophique, mais des grandes lignes. Euh, Il y a un enjeu fiscal qui est assez intéressant. Je ne sais pas si ça passionne tout le monde, mais c'est est-ce qu'on impose le sous-jacent ou plutôt le titre? C'est-à-dire, le Real IT, ça représente de l'immobilier? Est-ce qu'on met un régime fiscal de l'immobilier ou est-ce qu'on met un régime fiscal sur le token, celui des crypto-monnaies? Et ça, c'est le grand débat auquel, depuis quelques années, l'administration fiscale n'arrive pas à répondre. Et c'est le même enjeu si tu as de la pierre papier pour les investisseurs qui ont des SCPI. Est-ce que tu lui donnes un régime fiscal, on va dire papier, ça serait un peu absurde, mais ou le régime fiscal de l'immobilier qui est en dessous, qui est le sous-jacent. le but, c'est de lier au risque du marché lui-même et du coup à sa fiscalité. Exactement. Et donc, voilà pour on va dire l'enjeu du débat. Euh, Le régime fiscal, pour donner un peu d'historique des cryptos en France, a été construit dans une logique trading d'actifs. Donc, j'achète une crypto, je l'échange contre une autre crypto. Et aujourd'hui, il n'a pas du tout été pensé dans la logique je génère des revenus passifs. Et donc, c'est pour ça que ça a fait une telle tollée il y a 6 mois. Je fais une réponse un peu large, mais pour aussi que les gens comprennent la philosophie. Enfin, ce qui se passe, c'est que ça fait une énorme tollée de se dire, ben, en fait, dans le monde crypto, il ne se passait rien avant, mais en fait, euh, on voit qu'il y a un flou sur la définition et est-ce que les crypto stablecoins seraient imposables. On voit aussi, nous on l'a toujours mentionné hein, dans nos guides fiscaux, mais on voit aussi que bah, les revenus de stacking et de masternode en cas de contrôle, bah, en fait, il faut les déclarer au moment où c'est perçu. Et on voit, et en effet, les revenus perçus de tokens type Real IT, ça doit être déclaré en France en bénéfices non commerciaux. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans la plupart des autres pays, même la très grande majorité, hein, maintenant on a analysé des régimes fiscaux de plein de pays. En tout cas, c'est le cas aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Espagne et en Allemagne. Les revenus sont à déclarer non pas comme des revenus issus d'une activité de trading, en position 30% flat tax, mais ça vient rentrer dans des bénéfices non commerciaux et ça vient augmenter ton patrimoine
Donc, c'est ce qui est tes revenus assujettis à l'IR, l'impôt sur le revenu. Donc, c'est deux catégories d'impôts et de revenus différents. Alors, D'accord, ça fait clair. Et juste dernière question, peut-être un peu plus drôle, mais par rapport, tu as parlé de plus-value et de moins-value. Étant donné le caractère fongible des tokens, est-ce que je peux, par exemple, là, si je vends des e-gold parce que j'ai besoin de liquidité, est-ce que je peux déclarer que c'est des e-gold que j'ai récupérés de stacking quand c'était à 500, quoi, Euh, pour déclarer une Elle est moins-value? enfin, tu vois, ta question, elle est ultra pertinente et je la trouve, tu vois, intelligente dans le sens que aujourd'hui, donc la réponse, avec le régime fiscal français, la réponse est non. Dans la très grande majorité des régimes fiscaux, la réponse est oui. Concrètement, Incroyable. mais parce en qu'on ne peut fait, c'est pas aussi imputer les moins-values, quoi. Toujours alors, le même problème. Bah, je donne, ouais, mais après, l'idée, c'est que si tu joues avec les règles, c'est la manière de calcul qui te donne. Toi, tu calcules Non, parce que non le problème, fongible. c'est Je veux pas dire, ça, frérot. C'est que, en fait, la génération de la plus-value, elle est au moment où tu reçois les revenus de staking, pas au moment où tu les sors. C'est tout le problème. ouais, mais quand je les reçois, je vais déclarer 500. Mais quand je vais les vendre, je vais déclarer une moins-value sur ma vente par rapport à quand je les ai achetés. non, en gros, automatiquement, nous, dans notre outil, comme il y a une superposition de deux régimes fiscaux, le logiciel Welto va dire, tu les as perçus, donc 500, comme dans ton exemple. Au moment, si tu les revends 2 ans après à 500, donc tu auras eu 500 déclarés 2 ans avant, au moment où tu l'as perçu, dans le cadre des bénéfices non commerciaux, nous, on te dira automatiquement, voilà le montant à mettre dans telle case. Toi, tu reportes. 2 ans après, tu les revends à 500, il y a 0 € d'impôt dans le cadre du régime des plus-values en actifs numériques, donc la partie flat tax 30%. Zéro, tu l'as revendu à la même valeur à laquelle tu les as perçus. Par contre, si tu les revends à D'accord. 600, il y aura 100 de plus-value dans le cadre du régime des plus-values en actifs numériques. Dans le cadre du régime français, je ne prends pas en compte, là, dans mon exemple, les autres revenus qui sont Bien sur sûr. les autres cryptos et les autres comptes et autres. Et Et dans le cas où je le revendrais aujourd'hui à 70, je pourrais, par exemple, réduire mes impôts sur le reste alors, ou non? dans le cas où tu le revendrais à 70, ça viendra amoindrir ton patrimoine. Donc, si le reste de ton patrimoine est en plus-value, ça viendra réduire cette plus-value de la valeur de 430, 500 moins 70. Donc, Hein. c'est entre guillemets automatiquement amoindri. Par contre, si le reste de ton patrimoine n'est pas en plus-value, mais en moins-value, et que tu les revends après, tu vas déclarer, enfin, tu as une moins-value. Et d'ailleurs, enfin, on peut aller très loin là-dessus, mais c'est intéressant. La France est le seul pays au monde qui a un crypto non imposable, mais qui impose le crypto fiat. Il y a l'Italie qui a mis un petit truc assez similaire, mais pas complètement pareil. C'est vraiment le seul pays au monde. Et on était les premiers. Et aujourd'hui, on réalise qu'en fait, ça bloque plein de choses. Ça bloque le report des moins-values, c'est-à-dire dans ton cas, si tu as fait par exemple et tu le revends avec une moins-value, eh ben, tu ne pourras pas déduire cette moins-value, la reporter soit sur des plus-values que tu as fait sur, je sais pas, de l'immobilier, des actions ou autre chose, soit la reporter sur les années à venir si tu fais une plus-value dans 2, 3, 4, 5 ans. Comme on peut le faire sur de marché actions, par exemple, je crois qu'il y a une rétroaction Ouais, des moins-values de 3 ans, je crois. c'est ça. Ça va, ça Ouais. peut jusqu'à 10 ans 10 ans, dans ouais. certains cas. Mais tu vois, nous, tu parlais d'avoir j'avais pas mal discuté avec Pierre Persson quand il était encore député, et il avait Mhm. présenté en hémicycle justement ce projet de report des moins-values, et ce Ouais. qui est entendable, honnêtement, enfin, si nous tous on était à la place de l'administration fiscale, je pense qu'on aurait cette position. Il disait, bah, c'est un peu excessif le report des moins-values à partir du moment où les opérations crypto, c'est le cas en France, mais ce qui est pas le cas dans les autres pays dans le monde. Alors, j'exclus tous les paradis fiscaux, Dubaï et autres, évidemment, euh, mais bon, c'est pas des régimes fiscaux qui sont sains pour l'économie mondiale. Donc, en gros, il n'y a pas de possibilité de report des moins-values quand il y a déjà une sorte de neutralisation des échanges entre cryptos, Ok. non-imposition. Il faut qu'on avance. Merci Ouais, Philippe pour tes questions. Alors moi j'ai une question en commentaire et ensuite je laisserai Olam.
La question en commentaire, elle dit si là j'ai envie de me mettre en conformité avec l'administration fiscale et que je Ouais, déclare, mais en fait je ne l'ai pas fait sur les années précédentes, est-ce que ouais. je vais avoir une amende sur les années précédentes où j'avais pas déclaré, ou est-ce que voilà, si je déclare maintenant, ça va, c'est bon, ils vont me laisser tranquille pour les années précédentes, ou est-ce que c'est au cas par cas? Alors, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, petit disclaimer, Waltio, on est un éditeur de logiciels fiscal. Notre métier, c'est de fournir des calculs et des déclarations de plus-value. C'est pas d'accompagner des individus dans des situations spécifiques. Euh, Si nous, on encourage que, tu vois, dans des questions un peu particulières, une consultation avec un avocat fiscaliste, ça peut, si l'enjeu financier, tu vois, vaut le coup. 30 minutes avec un avocat fiscaliste, j'insiste, qui est spécialisé dans le monde des cryptos, ça peut toujours aider. Pour répondre à la question, je vais te répondre en fait ce qu'on voit. Évidemment, de façon générale, tu n'as pas déclaré un impôt dû les années précédentes. Euh, il convient de rectifier ça. Et donc, à partir du moment où proactivement de toi-même, tu vas voir l'administration fiscale, il est possible je pense, dans certains cas, de s'arranger et donc de trouver une sorte d'accord. On voit, nous, je ne te dis pas que c'est ce qu'il faut faire ou autre, mais j'ai vu pas mal de nos utilisateurs, qui en fait se sont dit, euh, je te donne, j'additionne les impôts des années précédentes sans rien dire à l'administration fiscale, sans payer des droits parce que c'est en fait un impôt qui aurait dû être déclaré il y a 3 ans. Il y a aussi le fait qu'il y a une sorte de retard et des pénalités, mais sans rien dire. Et donc cette année, j'en sais rien, les 3 dernières années, j'aurais dû payer 3 fois, on va dire 5 000 euros. Cette année, je déclare 15 000. Je dis rien à l'administration fiscale. Et s'il y a un contrôle, eh ben, dans ce cas-là, je peux quand même montrer ma bonne foi en disant, attendez, cette année, j'avais 5 000 euros de plus-value, donc je déclare, entre guillemets, pas des faux chiffres, mais des chiffres que je trick un peu, euh, entre guillemets, facile à faire, parce que dans Waltio, nous, tu as juste à cliquer l'année que tu veux ton rapport et tu l'as. Donc nous, on te fait tous tes rapports sur toutes les années à partir du moment où tu as connecté l'intégralité de tes comptes. Donc on va être capable de calculer très facilement les années avant. Je tiens à préciser, difficile avant le 31 décembre 2018 parce que c'était d'autres modalités de calcul, d'autres formules et autres. Mais vous pouvez nous contacter si besoin pour les données antérieures. On peut trouver des moyens. Mais voilà, mais oui, une façon qu'on a vue, c'est que certaines personnes font ça. Donc concrètement, pour répondre à ta question, le mieux, c'est d'être accompagné par un avocat fiscaliste. Sinon, il y a cette pratique qui semble être faite par les individus qui ne sont pas accompagnés par un professionnel du droit. Je ne sais pas si j'ai répondu, si c'est Pardon, c'était compréhensif et mon micro Non, non, était t'inquiète, mute. mais si c'était C'était très bien. compréhensif et... Mais ouais, c'était nickel. Et puis, on reprécise quand même, tu n'es pas consultant ou conseiller fiscal. Tu te bases essentiellement sur l'expérience que tu as en tant que CEO de Wellsio, qui est un éditeur, un logiciel, hein, d'accord? C'est ça exactement, on est Voilà, éditeur de logiciel. t'es pas avocat, t'es pas truc, Ouais, etc. Mais tu as ton expérience et c'est aussi pour ça ouais, on est content de t'avoir ce matin. c'est ça, on a accompagné plusieurs dizaines de milliers de personnes dans leurs calculs et leurs déclarations Mhm. fiscales. Donc, on a un certain recul sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, l'idée étant de partager l'expérience de nos utilisateurs. Ok. Alors, j'ai beaucoup de mains levées. Pierre, question, on a jusqu'à combien de temps? Nous, Euh, oui, avec toi. ouais. Combien de temps on a? Alors, Est-ce qu'un quart j'allais, d'heure, ça va ou tu dois filer? Comme ça, je je devais gère le partir à temps. midi, Oui. Et mais donc, on peut se dire midi 10. allez, on a 7 minutes. D'accord. Alors, dans Ok, ce cas-là, alors attends, on a juste trois. donne-moi Vas-y, 30 Pierre. secondes avant, je te Ouais, préviens bien que sûr. j'arrive avec. Alors, pendant ce Ok, temps-là, moi, je demande je à suis à toi. Olam, Lucide et Arnaud, vous trois, vous allez poser votre question. Par contre, s'il vous plaît, question courte. Et Pierre, toi, réponse courte, hein, parce qu'on a 7 minutes pour trois questions. Olam Ça marche. d'abord, ensuite Lucide, la communauté toujours d'abord, et enfin Arnaud, c'est toi qui marqueras la fin de l'interview. Vas-y, Olam, rapidos. Salut tout le monde, merci beaucoup Pierre pour cette super présentation. Désolé, j'étais Avec pas là au plaisir. début, donc je vais peut-être poser une question qui a déjà été répondue. Euh, Est-ce que vous
vous allez avoir un enjeu chez Waltio? Est-ce que vous allez avoir un enjeu par rapport à des potentiels concurrents comme Binance ou autres qui vont peut-être un jour devoir tout centraliser ces informations pour les remonter directement à l'administration fiscale? Et dans C'est quel cas? c'est prévu et obligatoire à partir de 2027. Excellente question, vas-y Pierre. Ouais, excellente question. Premier point, à l'heure actuelle, regarde ce qu'écrit Binance. Binance Tax te permet d'estimer ta plus-value. Les avocats de Binance ont directement alerté, surtout ne mettez pas calculer vos plus-values, ce que Waltio fait, mais estimer. C'est-à-dire que le calcul que fait Binance Tax est zéro, mais alors zéro conforme avec le droit fiscal français. Mais c'est la Alors, formule de c'est calcul, pas la le question, crypto. hein. Là, la Ouais, je question, sais. même si c'est Et là, important ce que tu dis, mais là, la question, c'est mais qu'en 2027, le droit européen dit que les exchanges vont avoir ouais, l'obligation de remonter les informations à l'administration fiscale. Je te laisse répondre. ouais, complètement. Donc ça s'appelle, c'est DAC 8. Alors déjà, je pense la plupart des questions et des sujets qu'on a abordés, on a un guide fiscal qui est gratuit, qui fait quasiment 80 pages. Vous avez plusieurs éditions. Vous pouvez les choper sur notre site. Vraiment, ceux qui ne l'ont pas, je vous encourage à le lire. Il y a pour l'instant quasiment des réponses à la moitié, voire les 2 tiers des questions qui ont été posées. Donc, il y aura de l'info. Je vais le mettre en commentaire. C'est le livre blanc, c'est ça, hein? Exactement, tout à fait. Ouais. Il y a Je plus vais de le mettre 40 000 en Français commentaire. qui l'ont lu. Et chaque année, vous en refaites un nouveau en plus. Donc, c'est un vrai Et, travail que vous ouais, fais et merci pour ça. bah, C'est gratuit en plus, donc ça, c'est cool. il y a des précisions de l'administration fiscale, c'est des cas spécifiques, il y a des nouveaux services. Tu vois, le stacking n'était pas aussi important qu'avant, les revenus masternode non plus. Donc, est-ce que c'est un concurrent? Je pense que sur les single accounts, ça le sera, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Single account, c'est j'ai juste un compte dans un exchange, ça le sera. Par contre, la propriété et la nature même de l'actif numérique, de la crypto, c'est que on échange avec plusieurs comptes, qu'on a, et, tu vois, qu'on a un ledger, qu'on fait de la DeFi. Et à partir du moment où on fait ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on quitte, ne serait-ce qu'une seule fois, un exchange centralisé, cet exchange centralisé peut reporter des informations, mais ne permettra pas à l'administration fiscale, via DAC8, donc le directive de coopération administrative, d'avoir l'intégralité du patrimoine et donc de calculer les plus-values. Donc ce sera des estimations. Merci beaucoup. On y Merci va beaucoup. Merci Olam, reste avec nous. Après, si tu veux, on continuera ensemble. Rapidos, Lucide. Salut Lucide, bienvenue. Salut, bon ramadan à ceux qui le font. Salut à tous. Et merci pour la presse et merci pour ton travail, Pierre. Ouais, moi, petite question rapide aussi. En fait, je voulais savoir par rapport au landing, est-ce que ton logiciel, il le prend en compte? Parce que je me posais la question aussi, par exemple, tu dis, pour cette année-là, pas forcément ce NFT, mais cet asset-là, je l'ai lend à quelqu'un. Il n'est pas dans mon bilan de cette année. Est-ce que vous prenez en compte ce genre Len, de ça choses? veut dire prêter. Hein. Ouais. Ouais, prêter, ouais. Au cas où. Donc oui, on le prend en compte. Oui, c'est pareil. Oui aussi, il y a un flou juridique parce que sans entrer dans une étude de droit, est-ce que quand tu prêtes quelque chose à quelqu'un, tu gardes la propriété ou pas? C'est un cas de droit honnêtement assez intéressant. À partir du moment où tu en gardes la propriété, ça fait partie de ton portefeuille et donc oui, on trace les opérations et certains ne sont pas pris en compte parce que techniquement, ils sont peu connus chez nous dans les protocoles et donc pas encore identifiés. Mais les plus gros protocoles de lending sont de mieux en mieux pris en compte. La seule particularité, c'est que certains, automatiquement, on a identifié que c'était du lending, donc vous n'avez rien à faire. D'autres, il faut sélectionner les transactions et dire ça, c'est du lending. Et automatiquement, on lui met l'impact fiscal qui est associé. C'est-à-dire qu'il y a une opération à faire, tous les retraits de lending, vous les sélectionnez en bulk, vous faites un filtre dans la page de transaction sur Waltio, vous dites ajoutez un label, et là il y aura le label lending, et automatiquement c'est fait, c'est pris en compte. Clair pour toi, Lucide? Nickel, merci. Arnaud, vas-y, le mot de la fin, on a 1 minute. Bon, Ouais. Pierre, voilà, bon.
Salut Pierre, c'était un plaisir d'écouter, de découvrir Waltio ce matin. Moi, j'ai une question un peu plus croissance de ta boîte. Ouais, Tu es en Europe, c'est pas aussi facile qu'aux US où tu as un gros marché direct avec ouais. certainement des régimes fiscaux unifiés. Comment est-ce que tu regardes justement la croissance future de Waltio? Comment est-ce que tu sélectionnes les prochains marchés que tu veux ouvrir en Europe? Ouais, c'est dur de répondre en une minute. Le- alors, le premier point, c'est que nous, initialement, ce qu'on veut faire, c'est aider les gens à mieux gérer leur argent. Et on a aussi une autre vision qui est, on est convaincu que l'enrichissement des 10 dernières, même beaucoup plus des 10 dernières années, mais des dernières décennies, nos parents, ça a été essentiellement via l'immobilier. Moi, je pense que ce sera sur les prochaines décennies via les cryptos. Et je pense que si on a un régime qui est fiscal, qui est clair, et qui est précis, on n'aura pas une exode massive vers les paradis fiscaux. Donc, à partir de là, on a ces deux visions où, en même temps, on va aller plus loin de la taxe, donc mieux aider les gens à suivre, à gérer leur portefeuille, à gérer leur patrimoine crypto. Donc, on parlait un peu d'optimisation. Donc, ça, c'est en termes de philosophie long terme et volonté de Waltio. Sur la partie comment est-ce qu'on choisit un pays aujourd'hui, il y a plusieurs éléments. Premier point, c'est quel est le taux de surveillance administrative, donc la pression fiscale. Quel est le régime en place? Est-il facile à coder? Est-il facile à y répondre? Donc très souvent, on voit dans des pays comme en Espagne, les avocats fiscalistes gagnent pas mal d'argent, ou c'est même pas des avocats fiscalistes, c'est un genre de job entre avocats et comptables, et qui en fait facturent des tâches qu'ils font manuellement. Et quand moi je vois des gens qui passent des heures sur des Excel à faire des calculs de plus-value, ben, je me dis là il y a un marché. Donc plus en fait, on croit ces données vues hélicoptère et les données et la compréhension locale terrain qu'on a, et plus on comprend qu'il y a des gens qui passent des heures sur des fichiers Excel à faire des calculs de plus-value, et en même temps qu'on voit le potentiel, 3 millions de personnes en Espagne qui détiennent des crypto-monnaies, ben, plus on se dit, OK, c'est un marché qui est prioritaire pour nous. On prend en compte la concurrence, mais donc les éditeurs, la présence d'éditeurs logiciels, mais c'est marginal. C'est pas aussi important. Ouais, pour Eh ben une parfait. réponse assez rapide. Super, ouais, c'est très. Merci beaucoup. Merci Pierre. Je pourrais Merci la faire en 20 beaucoup. minutes, mais ça m'intéresserait Tu plus. Mais ouais, reviendras. Tu ouais, reviendras. De toute façon, je pense que tu avec. reviendras au moins une fois par an, Pierre. Mais non, ce qui serait intéressant, ce serait plutôt qu'on se fasse. Alors là, c'est bon. Maintenant, on a appris à te connaître. On connaît Walsio, ça c'est charmé. Pourquoi pas se faire une petite chronique fiscale de temps en temps, si ça t'intéresse. Pour toi ou une personne de Moi, ton équipe, hein. Un jour, j'en avais fait ouais, une avec une femme de ton ouais, équipe. Émilie. Absolument. Ouais. Ouais, Émilie, Euh, elle est juriste chez nous, donc en plus, elle connaît très très bien les régimes fiscaux de d'autres pays, parce que j'ai l'impression que ça intéresse pas mal ta communauté. ouais. Et donc moi ou Émilie, ou même lorsqu'il y a la loi de finances, donc des modifications de loi, on peut expliquer et prendre un peu de recul. Et je vois qu'il y a aussi pas mal de questions business, donc s'il y a des moments, on voulait qu'on discute aussi sur des sujets plus techniques, parce que c'est assez, avec grand plaisir pour revenir, Allez, le rendez-vous est vraiment pris grand pour une plaisir, ouais. chronique régulière parce que la Trop fiscalité, c'est un sympa. sujet qui fâche, mais en même temps, c'est un sujet qui est très important. Et nul n'est censé ignorer la loi, donc on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Ouais, voilà, ça fait partie de ces sujets où c'est quand même mieux de le maîtriser et de l'avoir de son côté. Ouais, et puis, et moi, je pense que la meilleure pub qu'on peut faire pour Walsio, même si je précise, attention, hein, l'intervention de Pierre n'est pas sponsorisée, voilà, qu'on précise bien, c'est pas du Mm. placement de produit, c'est pas du marketing, voilà, qu'on se dise les choses. Mais moi, je vous dis ce que je pense. Je pense que le fait d'utiliser Walsio et de faire sa déclaration, même si derrière il y a des erreurs, des approximations, des trucs, etc., au moins, ça marquera votre bonne foi. Et on sait qu'il y a la différence entre la bonne foi et la mauvaise foi. Elle est prépondérante dans le calcul de l'amende s'il doit y en avoir une. Donc, au moins, ça sert à ça. C'est vraiment un Après, truc que j'ai chacun fait ce découvert qu'il veut. dans le cas de crypto. À quel point, Hmm. surtout, alors, en fait, c'est encore plus viable dans des cas où les régimes fiscaux, donc là, il y a un régime fiscal qui est clair sur les grandes lignes, mais dans les petits détails, qui au final, la DeFi, c'est pas trop un petit détail, il y a encore des zones de flou. Et donc, en effet, la bonne foi, et à partir du moment où on peut la prouver, c'est super.
Le fait d'avoir payé 100 ou 200 balles un logiciel comme Waltio, de l'avoir utilisé, d'avoir quand même déclaré ses comptes, etc. Bon, voilà, rien que ça, vous avez déjà mis pas mal Ouais. de billes de votre côté pour limiter la casse si demain il devait y avoir un pépin. Voilà, après, je répète, chacun fait ce qu'il veut, mais au moins, voilà, maintenant vous connaissez la solution. Pierre, merci beaucoup d'être passé ce matin. On reste en contact pour faire un truc, pourquoi pas régulier, ça m'intéresse beaucoup et je sais que ça peut intéresser la commu. Bonne chance pour la suite. Et puis, je vais tirer au sort tout à l'heure. Je t'enverrai les informations du gagnant. Qu'est-ce qu'il te faut? Son À nom, moi, son mail, tu m'envoies. Qu'est-ce qu'il te Non, faut? je pense qu'on le DM sur Twitter, non? Ok, ça marche. Le gagnant, je te Ça me l'enverrai. paraît. Tu iras le DM. Ouais, Ne fais rien sans moi parce qu'il y a des bots, des trucs, etc. Moi, je t'enverrai le nom de la personne, voilà, pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Merci j'attends ton beaucoup, go. Pierre. Merci Prends pour soin de l'invite, toi. c'était super. Merci Avec beaucoup. plaisir. Tu reviens quand tu veux. Bye bye. Ciao, ciao. Bon, et ben voilà, une bonne chose de faite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tu vois, au départ, on pouvait se dire, ouais, la fiscalité, c'est un peu chiant, truc et tout. Et ben non, parce qu'il y a un marché derrière, il y a une vraie problématique aujourd'hui, il y a un vrai sujet, même au niveau protection des données personnelles, etc. Donc moi, je suis très content. Je sais pas si vous voulez peut-être dire quelque chose là-dessus, ou peut-être sur votre expérience personnelle. Comment vous gérez ça, vous, les gars? Est-ce que vous êtes un peu attentiste? Est-ce que vous voulez pas en parler parce que parce que C'est un sujet voilà. complexe, je pense. Ouais. Alors après, moi, personnellement, je vis en Allemagne, donc c'est un peu. Alors c'est un peu plus difficile en Allemagne en plus, surtout que c'est pas comment je peux dire ça, c'est beaucoup moins cadré qu'en France. Donc il y a la loi européenne qui va se rajouter par-dessus. Mais au niveau des impôts, ils sont très loin en fait d'avoir une population qui est crypto-friendly, donc il y a pas beaucoup d'investisseurs. Enfin, le fisc s'intéresse pas beaucoup encore. Il y a pas, ils considèrent ça pas comme un marché intéressant pour eux pour récupérer des fonds. Et de deux, ils ont mis des trucs assez intéressants sur le stacking. Alors, je me tiens à jour, j'ai une discussion avec un mec du fisc. Et en gros, il semblerait que si tu gardes tes tokens plus d'un an en Allemagne, si tu les possèdes et tu les gardes fixes sur ton compte plus ou moins, c'est un peu l'idée. Alors, ils savent pas trop répondre si c'est quand en stacking ça compte si ça faisait rien ou si c'est ce genre de choses. Mais l'idée, si tu gardes un token plus d'un an, tu n'es pas considéré comme un trader et tu n'as quasiment pas de taxes à payer dessus, ou même nul, il me semble. Ils ont fait un peu ce truc-là. Ça a changé récemment. Il y a des discussions en ce moment avec Mika qui arrive en Europe. Mais voilà. Non, franchement, entretien avec Pierre, super. Le mec, il sait de quoi il parle. Ça a été clair. Je pense que je vais essayer de regarder un peu ce produit et le conseiller pour ma famille. Et si jamais ça arrive en Allemagne, ça pourrait être intéressant pour moi. Ok. Parce que je pense que beaucoup de gens laissent ça sur le côté. Alors que de toute façon, un jour ça te tombera. Hein. C'est écrit dans la chain, ça disparaîtra jamais. Le jour où ils mettront les sous pour avoir les fonds, voilà. Après les 3 ans pour que ça devienne inopérant, c'est intéressant. Ouais, tu parles de la prescription Merci, fiscale, c'est ça? c'est le mot que je Ouais. cherchais. La Attention, prestation. hein, parce que c'est 3 ans dans des cas de bonne foi. Hein. Si ça a été tout à fait volontaire de dissimuler, ça peut monter un peu au-delà. Hein, mais bon, là, on parle encore une fois de la fiscalité en France. Lucide, t'avais levé la main? Non, non, je me suis trompé, mais ouais. Non, mais en fait, c'est intéressant, mais j'avoue, moi, je suis pas dans la problématique. Je suis un peu comme Phil. Moi, je suis encore plus philo parce que je vis à Hong Kong depuis 7 ans. Mais donc, du coup, il y a zéro impôt là-dessus, zéro truc à déclarer. Donc, c'est une solution, les gars. Mais plus sérieusement, je pense que c'est une question de pourcentage de patrimoine. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est vraiment top. Mais je pense que la question se pose au niveau des gens dès que tu commences à atteindre un certain niveau. Tu vois. Tu commences à atteindre du 5-6 chiffres, tu dis, ouais, ok, vaut mieux que je me mette en règle. Quand tu as 100, 200, 300 euros, tu viens de commencer, tu vas pas commencer à regarder ce genre de choses parce que sinon, ben, ouais, c'est un peu Après, ça, surplu. c'est un avis évidemment qui n'engage que toi, hein, mon frérot. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, et puis d'ailleurs, comme l'avis de n'importe qui dans l'audience, mais c'est pas un conseil voilà, fiscal, c'est juste ton avis. Et donc, nous, en tant que médias, voilà, on est là pour vous présenter les choses, les risques, les opportunités. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, je précise en tant que modérateur, Bien tu sûr. l'as bien compris, mon ami. Oui, oui, pas de souci. T'as raison, t'as raison. Donc, faites attention et suivez la loi.
Je Parce ne que dis pas. si je peux rajouter un truc, c'est la Rapidement, difficulté parce en qu'il y en fait. a qui lèvent la main, Philippe. Donc, il faut Ah essayer pardon, de ouais, non, c'est respecter le juste pour truc. suivre ce qu'il disait en fait. Hein. C'est juste Ouais. pour Bah, suivre ce vas-y, qu'il vas-y, disait. vas-y, mais rapido, s'il te plaît. Non, non, Vas-y. mais c'est juste, en fait, ce qui est problématique, c'est la difficulté et la complexité de la chose. C'est pour ça que peu de gens s'y attellent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bah, c'est là où justement Walsio Exactement. répond à ça, puisque on a alors j'exagère quand je dis dans un simple clic, hein, il y en a peut-être deux, trois, mais je veux dire de façon quand même assez simple, ça vous permet à la fin. Et d'ailleurs, il y a un truc dont on n'a peut-être pas parlé pendant l'interview, et après je te laisse la parole, mon Arnaud, c'est que la solution, elle te permet, oui, évidemment, d'avoir un rapport fiscal qui te sécurise un petit peu quand même ton calcul et tout ça, mais il te permet aussi de suivre. Parce que c'est tout con, mais certains utilisent des applications, des trucs qui te permettent de voir un peu tes plus-values, tes moins-values, etc. Mais c'est parfois compliqué. Et là, sur Walsio, encore une fois, ça te permet d'avoir le rapport fiscal, mais aussi de suivre l'état de ton portefeuille. Ça se trouve, moi, je me connecte sur Walsio, je me rends compte que j'ai gagné de l'oseille. Alors que ça fait des années, je crois que je suis en perte totale. Donc rien que ça peut être intéressant. Bon, alors il y a un accès, il faut le savoir, il y a un accès gratuit sur Walsio, mais dans la limite de peu de transactions, hein. Je crois que c'est je l'avais mis il y a pas longtemps, je l'avais mis dans les commentaires, mais il y a un accès gratuit jusqu'à, je sais pas, 10 ou 100 transactions. Après, à 1000 transactions, il faut payer 100 euros. À 10 000 transactions, il faut payer 200 euros, enfin 199. Et après, pour avoir l'illimité, je crois que c'est un peu plus cher. J'ai plus les prix, mais peu importe. D'ailleurs, je précise un truc qui s'est fait en cours de Space, c'est que le cadeau à gagner, en fait, c'est pour un abonnement starter ou smart. Donc en fait, si vous avez plus de 1000 transactions et moins de 10 000, eh ben, le cadeau, ça va au-delà de ça aussi, hein. Donc ça, c'est pas mal, ça, c'était pas prévu. Donc petit cadeau un peu plus précieux que prévu, tu vois, pour le coup. Vas-y Arnaud. Ouais, moi j'ai trouvé cette interview très intéressante parce que, évidemment, en tout cas pour ceux qui sont en France, on a un pays d'artistes au niveau de la taxation. Euh, on aime bien faire des maths et on aime bien aller taper là où on peut. Enfin, et donc, c'était intéressant de voir comment est-ce que l'infrastructure de taxation évolue en parallèle de l'infrastructure blockchain. Et donc, moi, ma position là-dessus, elle est assez simple. C'est qu'à partir du moment où ça devient, entre guillemets, facile de faire, et ben je fais. Et donc, là-dessus, les outils comme Waltio, ils sont très intéressants. Moi, je connaissais cette solution de nom, mais avoir Pierre aujourd'hui là, c'était très intéressant pour découvrir un peu comment est-ce qu'ils font ça, savoir qu'ils sont en train de travailler sur une intégration MVX. C'est super intéressant aussi parce que, bah, évidemment, voilà, la question de Lucide sur le lending, elle est super importante. Donc c'est cool de voir que on a des solutions comme ça qui sont en train de se bâtir parce que moi je suis intimement intimement convaincu de sa pirouette de sortie à Pierre quand il dit que la grosse opportunité de nos parents, euh, leur opportunité générationnelle, c'était l'immobilier. Concrètement, ils achetaient à peu près n'importe où. Pendant 40 ans, ça n'a fait que monter. Pour une grosse partie de notre génération, l'immobilier, en tout cas dans des villes de taille assez conséquente, euh, ça devient très cher. Et donc, bah, nous, on a d'autres opportunités. Et je suis très aligné avec Pierre sur le fait que les actifs digitaux euh, sont notre opportunité. Ok. Olam, on t'écoute. Moi, c'est juste pour dire, tu l'as très bien résumé, Jérém, c'est Déjà, comment clairement. ça va, toi, mon Olam? Parce que ça y est, frère, on n'est plus en interview là maintenant. On peut, voilà. Comment ça va? Bah écoute, ça va pas mal. Je suis dégoûté. Waltio, moi, c'est un truc que je suis depuis un petit moment et j'aime Attends, je bien, viens de j'aime faire une beaucoup. dinguerie là. C'était Lucide qui parlait ou c'était bien Olam? Non, c'est Olam? Ah putain, tu sais que j'ai vu Lucide, il a coupé son micro et en fait j'ai cru que j'avais fait, genre j'avais confondu, j'avais donné la parole à Lucide et j'avais parlé à Olam et je me suis dit waouh, j'ai fait une dingue. Mais pardon, oublie, c'est bon. Vas-y Olam, ouais, je Non, te c'est bien. disais. C'est Ouais, bien là. vas-y. Ouais, écoute, tout va bien. Je suis un peu dégoûté parce que Waltio, je voulais vraiment écouter, mais bon, je réécouterai en replay parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je trouve que c'est très pionnier, c'est très stratégique, c'est malin. Et puis, je pense que ça va être clairement incontournable, mais ce sera ma deuxième intervention. Mais malheureusement, bah, j'avais rendez-vous, donc j'ai loupé son début. Après, il parle super bien, il est plutôt clair. Donc, Pierre
parle bien, donc on voit qu'il maîtrise bien son sujet, ce qui est rassurant. Et justement, pourquoi moi je suis pas mal ce qu'ils font chez Waltio, c'est parce que je suis profondément convaincu que demain, notre État, le fisc, etc., auront tous les outils pour très bien tracer tout ce qu'on a pu gagner, nos plus-values, les plus-values latentes, etc., etc. Donc, moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui disent si tu ne déclares pas, bah, en tout cas, tu prends un vrai risque parce que je pense qu'ils auront des beaux outils pour pouvoir venir toquer à la porte de tout le monde. La deuxième chose que je me dis, c'est j'entends le point où on dit bah, si tu n'as que 200 euros sur ton compte, par exemple Binance, eh ben, t'es pas forcément concerné, etc. Ça, moi, ce pari-là, en tout cas, moi, je voudrais pas le prendre. En tout cas, je préférais déjà bien déclarer mon compte à l'étranger parce que si tu le fais pas, l'amende dont vous parliez tout à l'heure, si je me trompe pas, 10 000 euros, si tu n'as que 200 euros sur ton compte, ça fait très très mal. Ça, c'est ça. Et la troisième chose, et là, je vais me faire beaucoup d'ennemis peut-être, mais moi, personnellement, le 30%, la flat tax, ça fait vraiment mal au derrière, ça c'est vrai. Mais je suis quand même content de redistribuer une partie de ce que je peux avoir moi dans un état où, et je sais que je vais me faire des ennemis, mais dans un état où on a aussi un régime de santé qui est plutôt pas mal, on a aussi des choses qui sont plutôt pas mal et qu'on va redistribuer ça. Je ne dis pas qu'il est parfait. Oui, il y a des gros dégâts. Oui, l'argent n'est pas forcément très bien redistribué, mais je suis content de redistribuer un petit peu de mon argent. Voilà. Eh ben voilà, bah, de toute façon, on va pas rentrer dans des considérations politiques parce que c'est pas l'endroit, mais Olam, c'est il une. sait qu'il y a un régulateur dans l'audience, là. Il sait qu'il y a un mec du contrôle fiscal dans l'audience, là. Merde, je retire. J'ai rien dit. Bien joué Arnaud, j'ai tout joué là. C'est bon. Normalement, je peux me doxer demain. J'espère que après je peux faire que des conneries. Vas-y, Foudre. Bah moi j'annonce officiellement, je viens de me faire rug les gars, donc je suis broke, c'est fini. Mais non! Non mais Ah, c'est une blague. oui bien sûr. Putain, mais moi, je Le te jure, fameux premier degré de accident de ouf. bateau Oh avec la dommage, je me Voyager. suis fait scammer, j'ai plus rien, je suis désolé. Désolé pour les hôpitaux. Moi si ça leur reviendrait à la limite, mais bon, ça c'est une autre discussion. Mais non mais pour revenir sur tout le sujet, je pense que moi tu vois, Olam était du parti de ceux qui pensent que l'État aura à un moment donné tous les outils. Moi, je pense que c'est fini pour eux. Ils pourront jamais rattraper le retard qu'ils ont. Je pense que, enfin, ça sera toujours possible de Challenge passer accepted, on vient de me dire en commentaire. entre les mailles des filets. Mais non, mais je pense vraiment que ça va avoir un impact majeur sur la société dans son ensemble. Parce que aujourd'hui, on a encore très peu à être on-chain. La plupart des gens sont sur des SEX, donc ça va. Tout ce qui est autorité fiscale vont avoir facilement les infos. Et je pense que dès qu'on aura massivement des gens qui seront on-chain, surtout vu la complexité des interactions qui ne fait qu'augmenter, le nombre de layers pareil, je pense qu'à un moment, ça sera, même avec de l'IA, peut-être ça sera devenu intraçable pour eux, tu vois. En tout cas, tu pourras pas avoir une bonne idée du PNL de quelqu'un tellement ça sera complexe. Après, peut-être que je me trompe totalement, mais L'avenir nous le dira. mais ouais. Vas-y, Olam, et après, on va se diriger vers la fin du space. Vas-y, Olam. Ouais, j'entends complètement ton point, Foudre, et à mon avis, c'est aujourd'hui inimaginable si demain tout ce Web3 explose. Tu as raison, ça va être un chantier monumental, mais on a des gros acteurs comme Kaiko et plein d'autres qui, Chainalysis, etc., qui quand même construisent depuis un moment, et le jour où eux vont encore plus s'institutionnaliser et les États vont encore plus compter sur eux, je pense quand même que les outils sont déjà en cours de création et sont déjà bien implantés. Je pense. Eh bien, l'avenir nous le dira. J'ajouterai un dernier point, c'est que comme la blockchain c'est permissionless en fait, tu auras toujours quelqu'un pour recréer une façon un tout petit peu différente de faire les choses, et en fait, il faudra tellement se réadapter de manière perpétuelle, si tu veux, que je pense que ça sera beaucoup trop compliqué pour eux à fortiori. C'est très vrai. Mais ouais, c'est une sacrée question. C'est une sacrée question.
Et Une c'est démarche de contrôle c'est fiscal vient d'être ouverte contre Foudre. non, mais Bien joué, Olam. Faut on toujours verra courir bien. plus vite que le deuxième mec que le lion poursuit. Ouais. Pas mal. Merci Foudre, c'est grâce à toi que je vais m'en sortir. Je dis ça simplement d'un point de vue d'un chercheur en chaîne. Bien, merci à tous en tout cas d'avoir participé ce matin à ce space. Alors, plusieurs choses à dire. D'abord, j'aimerais qu'on souhaite la bienvenue à Thibaut Coussin qui rejoint le club privé GMMVX. Ensuite, nous vous donnons rendez-vous demain pour un GMMVX en anglais que j'attends avec impatience et que nous avons euh, co-build avec Arnaud. Ça va être un GMMVX très orienté DeFi, puisque demain, nous recevrons les CEO des 2 plus gros protocoles DeFi sur Multiversix, en l'occurrence Ahmed de Atom et Neil de HSwap. D'abord Ahmed pour une interview exclusive, et ensuite une discussion, un tour de table en fait avec ces 2 de l'écosystème qui viendront justement nous définir les défis, les challenges et puis un peu une overview de l'écosystème DeFi sur Multiversix, ses prévisions, ce qui manque, ce qui arrive. Évidemment, on essaiera de gratter des petites leaks sur ces 2 projets. Et avant cela, nous recevrons Augustin Dobré, qui est l'ancien CEO de TwistPay, qui a été donc racheté par Multiversix en même temps que la fusion avec Utrust pour fonder donc Xmoney. Il viendra nous raconter son parcours chez TwistPay, comment s'est passé ensuite le rachat par Multiversix, et puis on essaiera de gratter les raisons du départ, quand même. Bon. Donc ça, ce sera en début de space demain. Donc venez à l'heure pour être sûr de ne pas louper cette partie qui risque d'être croustillante. Et je peux vous dire, sans ne rien divulguer, que l'équipe Multiversix sera attentive à ce space demain. Voilà, je vous le dis, que ce soit pour l'interview d'Augustin, mais également certainement l'interview de Ahmed et de Neil, puisqu'on a vu d'ailleurs Benny tweeter sur l'écosystème DeFi qui arrive. Donc je pense que demain, ce sera un space qui sera très écouté. Donc soyez présents. Et puis si vous ne parlez pas anglais, écoutez les gars, apprenez. Autre chose, vendredi, non, s'il y a des grosses news, vous inquiétez pas, on vous fera un petit récap vendredi. Oh, ça va. Vendredi, il se passe quoi? Ouais, vendredi, je suis trop content. Je reçois le président de Cryptosphère, la plus grosse association étudiante blockchain. Donc ça va être absolument passionnant. Et il y aura aussi le fameux Clash des blockchains, un rendez-vous que vous attendez tous, je crois, dans lequel on mettra autour de la table, ou autour du ring plutôt, des spécialistes de différents écosystèmes. Donc on aura Abdel de Starknet, on aura Foudre pour Multiversix, on aura Guru pour Avalanche, on aura également un monsieur qui s'appelle Oods qui viendra nous parler de Polkadot, et on aura notre cher Olivier de Solana. Et tout cela parleront de ce qu'on appelle le défi de l'adoption, d'accord? Donc ça c'est hyper important. Pop, 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 pop. Donc voilà pour les programmes de la semaine. Bon ben voilà, je vous invite comme d'habitude évidemment à la fin du space à relayer le post, le replay pardon sur X, donc sur vos différents réseaux sociaux évidemment. Vous pouvez retrouver le replay sur les différentes plateformes de podcast. Donc on est partout maintenant, ça y est. Et YouTube même d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et à mettre des commentaires, des likes et tout sur notre chaîne YouTube. En fait, YouTube, pourquoi est-ce que j'en parle beaucoup? Parce que l'avantage, c'est que ça permet de toucher une audience qui est différente, qui n'est pas forcément sur X, qui n'est pas forcément sur les plateformes de podcasts type Spotify et tout ça, mais il y a une audience énorme dans le CTFR qui va sur YouTube et qui cherche justement des contenus qui ne soient pas du bullish FOMO to the moon, qui soient des interviews de qualité avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de recevoir. Et je pense que notre format mérite une meilleure exposition sur YouTube. Alors nous, de notre côté, on essaye de faire ce qu'on peut en termes de SEO et de marketing, mais il n'y a pas de secret, je veux dire, c'est vous, notre force. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de GMMVX pour pusher un petit peu l'algorithme. Ça nous aide. Et voilà, bon, c'était, j'espère, pas trop long, mais il y a plein de choses à dire. Je vous souhaite une belle journée. Je fais évidemment plein de bisous aux membres du club GMMVX qui continuent d'être aussi actifs pendant les spaces. Et puis, je vous dis donc à demain matin.